En arabe, le mot Nakba signifie catastrophe, la grande catastrophe. Et pour les Palestiniens, c'est une catastrophe parce que la société palestinienne est décimée complètement. Israël entreprend de faire disparaître la trace des villages palestiniens. Et donc, on détruit complètement 550 villages. Il y a un discours déshumanisant officiel des ministres, des rabbins en chef qui disent les Palestiniens ne sont pas des êtres humains. On doit les écraser comme on écrase des animaux. Les gens de Gaza aujourd'hui, la grande majorité d'entre eux sont eux-mêmes ou bien ceux qui ont été expulsés en 1948 ou bien leurs descendants. Alors, moi, c'est Rachad Antonius. Je suis professeur de sociologie à la retraite. J'ai enseigné à l'UQAM un bout de temps, mais je suis aussi mathématicien. J'ai une formation en mathématiques et j'ai été professeur de mathématiques pendant de longues années. Et je me suis intéressé à cette question depuis très longtemps. Et après le 7 octobre, je voyais tous les articles de journaux commencer par « Depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, blablabla ». Bla, bla, bla. Puis ma première réaction, c'était de dire « Mais attendez, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Le 7 octobre est le résultat d'une guerre de 100 ans qui est entreprise contre les Palestiniens. Et le 7 octobre est une réaction. On peut trouver que la réaction est violente, qu'il y a eu des actes de terrorisme qui ont été faits, des crimes qui ont été faits, ce qui est vrai, mais c'est une réaction à des crimes encore plus violents et encore plus grands qui sont faits contre les Palestiniens. Alors, je voulais d'abord proposer une vision de l'histoire qui permet de voir qui permet de comprendre c'est quoi Gaza et qui permet de comprendre que Gaza est le résultat d'une histoire et non pas le point de départ d'une histoire. Donc, ce qui vous a vraiment motivé, c'est de voir qu'on parle de Gaza comme s'il n'y avait pas tout un fond historique qui explique un peu. Oui, mais je pourrais dire ce qui m'a motivé surtout, c'est l'injustice. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mon propos, mon point de vue, mon positionnement n'est pas un positionnement pro-palestinien. C'est un positionnement pro-droits humains, pro-droit international. C'est parce que il y a une grosse injustice qu'il faut prendre la défense des victimes. Pas parce qu'on est avec les Palestiniens au point de départ et ensuite on dit « Ah, je vais les défendre no matter what ». C'est le contraire. Moi, j'ai une posture il y a une injustice. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement il y a une injustice, mais on blâme les victimes comme étant eux les agresseurs. Donc, il y a un renversement de la réalité, une falsification de la réalité dans laquelle on traite les victimes comme étant les agresseurs. Et c'est ça qui, depuis des décennies, m'a amené à me pencher sur cette question, à l'étudier, à l'approfondir. De telle sorte que quand le 7 octobre est arrivé, c'est arrivé en octobre, donc en décembre, ou en novembre, j'ai décidé d'écrire ce livre, puis en 3 mois ou 4 mois, il était écrit parce que j'avais déjà beaucoup de documents. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec votre livre, c'est qu'on peut constater clairement qu'il y a une injustice. Et cette injustice, vous le décrivez aussi au cours de 3 phases historiques différentes. On peut rentrer dans le vif du sujet, au fond. Donc, là, avec ces phases, vous nous permettez de comprendre un peu qu'est-ce qui arrive actuellement. Oui. La première phase, c'est la préparation de la conquête qui va de 1917 à 1948. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, mais avant de parler des phases, je veux expliquer c'était quoi la Palestine avant la conquête. Oui, c'est important d'où on part. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 1900, la Palestine était un territoire avec des populations arabes à 100%. Il y avait bien sûr des groupes migrants, il y avait des communautés juives. Les communautés juives n'étaient pas toutes des migrants, il y avait des juifs arabes. Il y a des juifs arabes de Palestine, comme il y a des juifs au Liban, en Syrie, en Irak, en Égypte, en Tunisie, dans tous les pays de la région, il y a des juifs qui sont arabophones, qui étaient là depuis des centaines d'années. Ceux-là, c'était pas ils n'avaient pas le projet de faire un État
pour les juifs immigrants européens. Il y avait aussi des juifs européens qui étaient là pour des raisons religieuses, mais eux non plus n'avaient pas le projet de faire un État. L'idée de faire un État est arrivée donc autour du début du 19e siècle en Europe, en réponse aux discriminations et aux persécutions que les juifs européens vivaient. Et c'est important de dire que ce que les Juifs européens ont vécu, c'est de véritables injustices, avec non seulement des discriminations, mais des persécutions, des massacres. Il y a eu des pogroms, il y a eu des massacres de Juifs européens. Il y a eu par la suite l'Holocauste, c'est-à-dire le génocide des Juifs en Europe, en Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il est venu après que l'idée de l'État d'Israël ait été mise en place. Mais l'idée a été mise en place en réponse à une injustice très, très grave, à des injustices très graves qui avaient lieu contre les Juifs en Europe. Le problème, c'est que la solution à cette injustice a entraîné encore plus d'injustice. Parce qu'au lieu de résoudre le problème en Europe en disant « il y a une injustice contre les Juifs européens, corrigeons ces injustices », ils ont dit, bon, il y a une injustice, on va aller faire un pays pour nous ailleurs. Sauf que cet ailleurs, il y avait des gens qui habitaient déjà là. Alors, dans l'idéologie du mouvement qui a été créé, parce que, petite parenthèse, ce mouvement qu'on appelle le sionisme a été créé au début du 19e siècle, et le mot sionisme veut dire, c'est un mouvement nationaliste qui veut regrouper le peuple juif et lui donner un État. Alors, c'est important aussi de dire que la notion de peuple juif a toujours existé, mais c'était un peuple spirituel. Ça veut dire que ce qui faisait l'unité de ce peuple et ce qui faisait son identité, c'était sa foi, sa croyance, c'est des éléments qui relèvent de la religion, de la spiritualité. Il n'était pas question d'avoir un État pour les Juifs durant le XVIIIe ou le XIXe siècle. C'est vraiment au début du XXe siècle qu'on a dit cette notion de peuple qui est un peuple spirituel, on veut en faire un peuple politique. Et l'idéologie qui portait ce projet-là, c'est celle-là qu'on appelle le sionisme. C'est cette idéologie qu'on appelle le sionisme. Et donc le sionisme comme idéologie politique est né au début du XXe siècle. Et il était conçu et porté par des Juifs européens et appuyé par des puissances coloniales comme l'Angleterre. Il y a aussi, dans l'histoire du fondamentalisme chrétien, il y a aussi une dimension de sionisme. C'est-à-dire, pour une partie des fondamentalistes chrétiens, et c'est ce qu'on voit maintenant, les partisans de Trump, pour des raisons religieuses, disaient il faudrait que les Juifs aient un pays qui se réunissent là, et c'est ça qui va permettre l'avènement du Messie. Alors ça, c'était une sorte de christianisme fondamentaliste qui était un peu sioniste aussi. Mais tout ça, c'était de l'ordre des idées. Et c'est seulement au début du XXe siècle que cette idée s'est transformée en projet politique. Et que Theodor Herzl a écrit son livre « L'État juif » en 1897, où il disait, écoutez, il faut qu'on s'organise pour qu'on ait un État à nous, et on devrait l'avoir en Palestine. Parce que nous avons une histoire religieuse qui a été en partie vécue en Palestine, donc c'est la bonne place pour faire l'État. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que la Palestine était déjà habitée par des gens qui sont les Arabes de Palestine, qui sont des communautés pour la majorité musulmane, avec une très forte minorité, un 20% à peu près chrétienne, arabophone et arabe. Et il y avait aussi un petit pourcentage de juifs arabes qui vivaient en Palestine aussi. Alors, ce projet de faire un État pour les juifs européens d'abord, et ensuite pour les juifs du monde entier, a bousculé cet équilibre-là, social et politique, et a entraîné tout ce qu'on voit. Mais comme on partait d'une situation
où ce territoire était entièrement arabe, ça ne pouvait pas se faire d'un coup là, d'implanter un nouvel État. Et donc, ça a pris une vingtaine d'années pour que le mouvement sioniste convainc les Britanniques de les appuyer. Et en 1917, donc il y a plus de 100 ans, les Britanniques ont dit « on va vous aider à faire un foyer national en Palestine ». En 1922, cette idée a été transformée en cadre légal au niveau international. La Société des Nations a donné un mandat à la Grande-Bretagne, lui disant « votre mandat, c'est d'aider les Juifs européens à faire un État pour les Juifs en Palestine. C'est votre mandat. » Et effectivement, pendant les 25 ans qui ont suivi, la Grande-Bretagne et le mouvement sioniste qui venait de se renforcer ont travaillé pour prendre le contrôle des institutions en Palestine, du système bancaire, du réseau hydroélectrique, de certaines régulations, et même de mettre en place des milices armées pour protéger ce projet, protéger les communautés qui venaient s'installer sur des terres appartenant à des paysans arabes et à des paysans de Palestine, et préparer le futur État. Mais les conditions n'étaient pas encore bonnes pour déclarer un État. C'est pour ça que de 1922, alors 1917, c'était la promesse Balfour, de Lord Balfour, qui disait « la Grande-Bretagne va vous aider à faire un État ». 1922, c'est la traduction de cette promesse en document légal international, qui est le mandat britannique sur la Palestine. Et pendant les 25 années qui suivent, la Grande-Bretagne et le mouvement sioniste travaillent à établir des institutions pour contrôler ce territoire et donc préparer vraiment la conquête. Et c'est ce qui est étonnant, c'est que la déclaration est mise par le Lord Balfour en 1917, mais cette déclaration donne des droits politiques aux Juifs alors qu'elle ne reconnaît pas nécessairement ces droits-là pour les Arabes qui sont en Palestine. Vous avez tout à fait raison. La déclaration traite très différemment les Juifs et les Arabes de Palestine. Pour les Juifs, on les nomme en tant que tels et on reconnaît leurs droits politiques en Palestine et en disant on va les aider à faire un foyer national et on reconnaît leurs droits politiques en Europe aussi, dans leur pays d'origine, où on dit ils vont perdre aucun des droits politiques qu'ils ont déjà dans leur pays d'origine. Pour les habitants de cette région, d'abord, on les nomme même pas. On ne dit pas les Arabes de Palestine, on dit simplement pour les communautés non juives. On les nomme par ce qu'ils ne sont pas. On dit on va aider les Juifs à faire un État, et pour les communautés non juives, on va leur reconnaître des droits culturels et religieux, mais on ne parle pas de leurs droits politiques. Mm-hmm. Et par la suite, vous parlez du mandat britannique. Un autre élément qui m'a surpris, il y en avait plusieurs, mais c'est que l'acteur, dans l'article 6 du mandat, on mentionne que c'est l'organisation sioniste qui est nommée comme interlocuteur privilégié de l'administration mandataire. Exact. Donc, on reconnaît. C'est comme si on omettait un peu, en fait beaucoup, qu'il y avait la présence de toute une population qui existait bien avant. Totalement. On l'omettait totalement. Et on dit que cette organisation qui représentait les Juifs européens immigrants en Palestine, c'est eux avec qui le mandataire va négocier pour mettre en place des politiques. Et donc, effectivement, il y a une discrimination assez importante et une négation de l'existence des communautés arabes qui vivaient là. Et quels sont les effets structurants du mandat britannique? Alors, c'est ça a permis à l'Organisation sioniste mondiale et à un certain nombre d'institutions et de compagnies qui leur étaient attachées à d'abord établir des milices qui vont devenir l'armée israélienne,
Et elles vont jouer un rôle très important, on va voir dans la deuxième partie. Ces milices, avant même que l'État d'Israël ne soit créé, établir des institutions économiques qui vont pouvoir prendre, disons, je dirais pas prendre possession, mais organiser déjà le système hydroélectrique, le système municipal, les routes, et donc de telle sorte que quand le mouvement sioniste décide de dire nous proclamons l'État d'Israël, toutes les institutions qui permettent à un État de fonctionner sont déjà là. Donc, c'était l'établissement des structures qui permettent... Des structures institutionnelles, des institutions, des organisations qui permettaient à l'État de très rapidement prendre le contrôle du territoire et de fonctionner. Et ça, c'est la phase numéro 1. Dans votre livre, vous parlez, c'est de 1917 à... Jusqu'à 1947. Exactement. Alors, en 1947, les Britanniques se rendent compte que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que les Palestiniens commencent... Alors, il faut dire, j'ouvre une petite parenthèse. On désignait pas les habitants de la Palestine de cette époque par le mot palestinien. On les désignait par le terme arabe, les Arabes de Palestine. Pourquoi? Parce que la Palestine n'existait pas comme État, mais au moment de la Première Guerre mondiale, quand tout ça s'est mis en place, il n'y avait aucun État dans la région. La Syrie n'existait pas, le Liban n'existait pas, l'Irak n'existait pas. Ces États se sont construits et établis après la Première Guerre mondiale. Alors il y avait des sociétés, il y avait des pouvoirs, mais toute la région, c'était des provinces de l'Empire ottoman. Et donc, on parlait des gens de cette région comme étant les Arabes de Palestine. Donc les Arabes de Palestine commencent à protester. Et il y a une révolte qui dure 3 ans, de 1936 à 1939, une révolte armée contre les Britanniques et contre l'arrivée des immigrants dont on voit bien qu'ils veulent prendre le contrôle du pays. Et la situation devient intenable. Et donc la Grande-Bretagne décide d'aller, toujours en consultation avec le mouvement sioniste, la Grande-Bretagne décide d'aller à l'ONU et de dire, écoutez, nous ne sommes plus capables de gérer la situation, nous demandons à l'ONU de faire quelque chose. Alors l'ONU établit un comité préparatoire pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les Arabes arrivent avec un projet qui dit écoutez, nous on comprend très bien que les Juifs sont persécutés en Europe, on veut bien les accueillir, faisons une confédération, gardons la Palestine comme un seul État qui va accueillir les communautés juives. Et à la limite, même, on est prêt à reconnaître une entité politique, donc faire une confédération, mais gardons ça un seul État. Et ce projet-là, il est mis de côté par l'ONU, essentiellement à cause des manipulations d'un diplomate canadien qui s'appelle Rand, j'ai oublié son prénom, là, le père de la formule Rand, syndicale, a joué un rôle très important dans ça pour écarter cette solution. Et la seule solution qui a été présentée à l'Assemblée générale de l'ONU a été celle d'une partition en 2 États, un État juif et un État palestinien. Mais il y avait un problème avec cette solution, plusieurs problèmes. Le premier, c'est l'idée même de partitionner le pays. Imaginez que quelqu'un venait dire aujourd'hui, on va partitionner le Québec, on va donner les meilleures terres aux immigrants qui viennent de s'établir ici durant les 30 ou 40 dernières années. Et les Québécois, on va reconnaître leurs droits, ils auront le droit d'aller à l'église, on va reconnaître leurs droits religieux et économiques, mais qu'on ne parle pas de leurs droits politiques, ce serait inacceptable. Mais c'est ça qui s'est passé. Donc, on a donné aux immigrants juifs qui formaient 33% de la population, on leur a donné 56% du territoire. Et on proposait donc de repousser les Arabes dans les 44% restants, qui étaient un peu l'arrière-pays. C'est-à-dire les zones côtières, les meilleures zones étaient données aux immigrants juifs, et la Cisjordanie, donc au-delà d'une petite chaîne de montagnes, ça revenait aux Arabes. Et les Arabes ont dit, écoutez, on est 66%, on n'accepte pas cette solution. Et tout ça s'est passé en novembre 1947. Exactement, c'est ça. Donc, le 29 novembre 1947, l'ONU décide de partitionner la Palestine en 2. Et donc, c'est à ce moment-là que
56% du territoire est donné aux immigrants juifs, c'est ça? C'est la proposition. La proposition. C'est la proposition. C'est pas mis en œuvre encore. C'est donné. Il y a une proposition de donner 56% aux immigrants juifs et de faire l'État d'Israël et 44% aux Palestiniens, aux Arabes de Palestine, et appeler ça l'État arabe de Palestine. Bon, alors les Arabes refusent. Il y a des négociations. Et puis, au mois de février, fin février, début mars, des massacres d'Arabes palestiniens commencent par les milices associées aux immigrants juifs, donc les milices juives de Palestine, Irgun, Leumi, le groupe Stern, la Haganah, tout ça c'était des groupes armés. Et d'après l'historien Ilan Pappé, qui a fait des recherches très poussées là-dessus, il y aurait eu 250 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leur maison, de leur foyer, de leur village, avant même qu'il y ait une guerre avec les pays arabes, avant même que l'État d'Israël soit déclaré. Ça a commencé avant. Et Ilan Pappé dit, c'est à cause de ces immigrants-là que le résultat était la guerre. Pardon, le résultat était la guerre. La guerre est le résultat des expulsions et non pas le contraire. C'est pas parce qu'il y a eu une guerre qu'on a chassé les Palestiniens. C'est parce qu'on a commencé à chasser les Palestiniens qu'il y a eu une guerre. Mais cette expulsion continue après 1947 aussi. Alors, ça a commencé en 48. Tout ça, c'est en février 48. En mai 48, l'État d'Israël est déclaré. Et là, les pays arabes disent, attention, on refuse ça. Et on voulait s'assurer qu'Israël ne va pas occuper plus que ce que l'ONU lui a donné. Alors, les armées arabes commencent à venir dans la partie qui était donnée aux Arabes pour la protéger, mais l'armée d'Israël les attaque ici, dans ce territoire-là, et finalement, après mai 48, donc mai 48, l'établissement de l'État d'Israël, après mai 48, la guerre continue jusqu'à novembre 49, donc 1 an et demi, et pendant 7 ans et demi, qu'est-ce qui arrive? Un autre 500 000 Palestiniens sont expulsés de leur maison, de leur village, pour un total de 750 000. Je vais revenir un peu sur le chiffre exact, là, 750 000. Et en même temps, Israël occupe militairement 78% du territoire, alors que l'ONU lui avait donné 56%. Et quand l'armistice est signé en 1949, le résultat de toute cette période, c'est qu'Israël occupe 78% du territoire de la Palestine historique et a chassé 750 000 Palestiniens. 750 000, les chiffres varient entre 700 ou 750 et 850 ou même 900, selon les auteurs. Pourquoi? Parce que les frontières n'étaient pas encore bien délimitées, il n'y avait pas de contrôle aux frontières, les gens allaient et revenaient, il n'y avait pas de système de recensement, et donc les chiffres sont des évaluations, et les évaluations les plus sérieuses sont qu'il y a eu 750 000. Ces 750 000, c'est les 2 tiers, c'est énorme. C'est les 2 tiers des Palestiniens qui vivaient dans ce qui est devenu l'État d'Israël. Ils ont été chassés. Et d'ailleurs, les gens de Gaza aujourd'hui, la grande majorité d'entre eux sont eux-mêmes ou bien ceux qui ont été expulsés en 48 ou bien leurs descendants. Ou bien ont été expulsés dans la guerre suivante en 67. Mais ce sont, pour la grande majorité, parce qu'il y avait des gens qui habitaient Gaza depuis des générations, depuis des siècles, mais il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont arrivés des territoires occupés par Israël et qui aujourd'hui vivent à Gaza, et c'est pour ça que Gaza est tellement dense, et c'est pour ça que les gens de Gaza disent, nous, notre pays, notre maison, notre origine, c'est dans les territoires occupés par Israël actuellement. Et donc, cette période de 1947 à 1949, c'est ce qu'on appelle la Nakba, c'est ça? Oui, la Nakba, en arabe, le mot Nakba signifie catastrophe, la grande catastrophe. Et pour les Palestiniens, c'est une catastrophe parce que la société palestinienne est décimée complètement. Elle est détruite, les villages sont détruits. Et ce qui va suivre 49 est encore plus grave parce que immédiatement après ça, Israël entreprend de faire disparaître la trace des villages palestiniens.
Et donc, on détruit complètement 550 villages. On détruit les maisons, les vestiges, et on change les noms, on efface les noms arabes, on met des noms hébreux, on installe des groupes de juifs immigrés d'Europe ou d'ailleurs, et on tente de faire disparaître l'histoire palestinienne de ces régions. Et justement, en lisant votre livre, surtout la période de 1947 à 1949, il y a un passage que je vais lire, et c'est la suivante. Ces historiens ont établi que les Palestiniens n'ont pas seulement été expulsés, mais que ces expulsions se sont aussi accompagnées de massacres pour inciter la population de certains villages à fuir. Oui. Donc, on voulait montrer avec ces massacres un exemple pour que les autres villages, mais pour que la population des autres villages parte aussi. Oui. Alors, vous savez, les historiens israéliens dont je parle, c'est pas juste Ilan Pappé qui, lui, est un Israélien, mais il est devenu antisioniste quand il a commencé à étudier l'histoire. Il n'est pas né antisioniste. Il est né citoyen israélien comme tout le monde. Et puis, il est devenu antisioniste quand il a pris connaissance de l'histoire. Mais il y a des historiens sionistes comme Benny Morris. Lui, il approuve tout ce qui s'est passé, mais il le documente aussi, parce que c'est un historien avant tout. Donc, il reconnaît, mais il reconnaît les massacres, mais il approuve. Il dit, c'est la seule façon par laquelle on aurait pu établir notre État, on n'a pas eu le choix. Mais il reconnaît, il documente. Et même des journalistes, je ne pense pas avoir cité cet extrait dans le livre, mais je le cite dans mes conférences, un journaliste qui s'appelle John Kimche, qui a écrit un livre où il raconte le massacre de Deir Yassin. Deir Yassin s'est passé avant la fondation de l'État d'Israël, avant qu'il y ait une guerre avec les pays arabes. Ce sont les milices juives de Palestine qui n'étaient pas encore organisées en armée israélienne, qui sont allés à Deir Yassin, qui est un village arabe, et ils ont tué assez froidement 253 villageois. Et ensuite, ils sont allés dans les villages avoisinants dire « Fuyez si vous ne voulez pas avoir le même sort que ces villageois. » Et la référence pour ça, c'est pas juste des Palestiniens qui disent on est victime. C'est aussi des Israéliens qui le disent. Et dont ce journaliste John Kimche, mais aussi Benny Morris, et aussi Ilan Pappé, et aussi d'autres historiens. La raison pour laquelle je mentionne des historiens israéliens, c'est parce que je veux démontrer une chose. C'est que même si on se limitait aux historiens israéliens, on pourrait affirmer tout ce que j'affirme. Ça veut dire ce n'est pas un point de vue juste palestinien qui pourrait être considéré comme étant biaisé. Non, c'est pas le cas. Ce sont les historiens israéliens dont certains appuient le projet s'identifient à Israël qui disent voilà, on a des archives. Benny Morris a pu aller consulter les archives de l'armée israélienne quand on les a déclassifiées. Bien après la guerre. Et là, quand il voit ça, il a écrit un texte qui dit « Je corrige une erreur. J'avais dit que tel massacre, il n'y avait pas eu d'ordres qui ont été donnés aux soldats, que c'était les soldats eux-mêmes qui avaient commis le massacre. Je me suis trompé. J'ai trouvé le document officiel qui provenait d'officiers supérieurs qui ordonnaient aux soldats d'aller faire ce massacre-là. » Et donc, tout ça, c'est très documenté. Ouais, donc c'est un plan qui était systématiquement appliqué alors par l'état-major. Absolument. Alors, il y avait un autre plan qu'on appelle le plan d'Elet, c'est-à-dire que l'idée de vouloir expulser les Palestiniens, tout le monde en parlait depuis les années 20. Ben Gurion a dit lui-même, qui est considéré comme plutôt modéré, il a dit, il n'y a pas de place pour deux peuples ici. Si on veut un peuple faire un État juif, il faudra transférer les Arabes. Et il ne disait pas expulser, il disait transférer. Il employait le mot transférer. Et dans sa tête, ce transfert aurait pu se faire de façon pacifique. Il dit on va leur donner de l'argent, on va les encourager à partir. Il ne souhaitait pas recourir au massacre, mais il souhaitait qu'ils partent. Il disait on va faire les pressions politiques, on va s'arranger avec les gouvernements, on va acheter les élites politiques arabes pour amener ces Palestiniens à quitter. Donc l'idée de vouloir vider la Palestine de ses habitants a été pensée longuement et
par tous les politiciens sionistes parce que c'était pas possible de faire un État pour les Juifs, donc il y aurait une majorité de Juifs, si tous les Arabes qui étaient là restaient, parce qu'eux, ils étaient en grande majorité musulmans et avec une petite minorité de chrétiens et une toute petite minorité de Juifs originaires de la région, mais qui eux ont été facilement intégrés à l'État. Voyez. Donc tout ça, ça s'est passé en 1947. Et c'est ça qui permet... Alors ça, plus autre chose, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. L'autre chose, c'est dès que Israël a gagné la guerre en 1949 et qu'il y a eu un armistice, Israël a commencé à faire disparaître toute trace des Palestiniens dans la mesure du possible. Bon, c'était pas possible de faire disparaître toute trace parce qu'il restait quand même beaucoup de Palestiniens qui n'avaient pas été expulsés, à peu près 20%. Ils étaient concentrés en Galilée et dans certains villes autour de Bethléem, autour de Jérusalem. Il y avait donc des communautés palestiniennes qui étaient restées, c'était à peu près 20%. Mais partout où on avait réussi à chasser les Palestiniens de leur village, on a complètement rasé ces villages. Je vous ai déjà donné le chiffre de 550 villages qui ont été complètement détruits. Et la personne qui a commencé à faire ce travail de dénombrer ces villages, c'est un Israélien juif, le professeur Israël Shahak, qui était un professeur de chimie à l'université, je crois que c'était l'université hébraïque de Jérusalem, mais qui a fondé l'Association israélienne des droits de l'homme. Et il a commencé à documenter, lui, il avait réussi à documenter 440 villages qui ont été complètement rasés. Et les historiens palestiniens ont complété ça, ils ont dit non, c'est 550. Mais en même temps, il y avait des mesures légales administratives pour faire que les Juifs du monde entier puissent venir s'installer. Ouais, et c'est là... Et que les Palestiniens ne puissent pas retourner dans leur maison. Exactement. Donc là, vous parlez premièrement de la loi sur la propriété des absents de 1950 et la loi du retour de 1950, c'est ça? Voilà. Alors, la loi du retour, elle dit n'importe quel juif de n'importe quel pays au monde, mettons Montréal par exemple, même si il n'a aucune trace de ses parents ou grands-parents ou ancêtres qui habitaient là, ils sont là depuis le XVIe siècle, peut dire « Ah, moi je veux retourner » et il a immédiatement la nationalité. Alors que les Palestiniens, s'ils n'étaient pas dans leur maison, mettons qu'il y avait une zone de combat, qui sont partis dans le village avoisinant qui était plus calme, le temps que les combats s'arrêtent, bon, ils n'ont plus le droit de revenir dans leur maison et on prend leur maison et on les donne à des immigrants juifs qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. Et donc ça, c'était la loi des absents qui rendait légale la dépossession des Palestiniens de leur maison, même s'ils n'avaient pas été expulsés en dehors du pays. Même s'ils étaient là, s'ils étaient juste ailleurs que dans leur maison. C'était chez un cousin, dans un village voisin, ils perdaient leur maison. Et donc, ça fait partie des mesures de judaïsation du territoire et d'effacement de la présence palestinienne. Et dans la phase du numéro 2 dont on est en train de parler maintenant, il y a cette partie-là, mais après vous parlez de la guerre de 1967. Oui, alors... évidemment, vous réalisez que les 78% occupés par Israël n'incluaient ni la Cisjordanie ni Gaza. Okay? Ça, c'était des territoires qui étaient à majorité arabe, palestinien. La Cisjordanie était gérée par la Jordanie et Gaza était gérée par l'Égypte. Mais les tensions continuaient parce que les Palestiniens disaient « Écoutez, nous, on n'accepte pas cette défaite, on n'accepte pas d'être expulsés. » Donc, il y avait des escarmouches aux frontières, il y avait de la guérilla, il y avait... Et des tensions entre les pays arabes. Et tout ça finit par une guerre en 1967 dans laquelle Israël occupe et la Cisjordanie et Gaza. Mais cette guerre-là a changé un peu les réalités sur le terrain, mais elle n'a pas changé le statut légal de la Cisjordanie et Gaza. Israël n'a pas pu dire la Cisjordanie et Gaza nous appartiennent maintenant. Pourquoi? Parce que depuis 1948, depuis la première guerre, donc depuis la Nakba, il y avait eu des textes de droit international qui avaient été spécifiés. Par exemple, la 4e Convention de Genève.
il y avait eu le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. Ça a été renforcé, ce principe-là, qui était déjà là. Que dit la Convention de Genève? La 4e Convention de Genève de 1949, elle dit quand une puissance occupe un territoire, elle n'a pas le droit de l'annexer et elle n'a pas le droit d'y installer sa propre population. Elle n'a pas le droit d'expulser les gens qui habitent là. Et c'est en vertu de cette 4e Convention de Genève de 1949 que la position officielle du Canada, c'est que la Cisjordanie est un territoire occupé militairement. Que Jérusalem-Est, l'annexion de Jérusalem-Est faite par Israël est illégale. Que les colonies à Gaza étaient illégales, on les a enlevées maintenant, mais que le contrôle israélien sur Gaza est illégal d'une certaine façon, parce qu'une puissance occupante a le devoir de protéger les populations civiles occupées. Elle a le devoir de voir à leur santé, à leur alimentation. Ça devient comme le gouvernement. Ça ne devient pas Israël du fait qu'Israël l'occupe. Ça reste un territoire occupé. Alors, donc, Israël n'était pas content. Israël voulait occuper le territoire et chercher une excuse. Et ce qu'on voit avec Gaza maintenant et en Cisjordanie aujourd'hui aussi, c'est que ce qui se passe, c'est la logique de la prise de contrôle du territoire. Ce qu'on n'a pas réussi à faire en 67 par la guerre, on a essayé de le faire avec Oslo. Et c'est ça la 3e phase, si vous voulez qu'on en parle. Oui, exactement. Donc la 3e phase, c'est une conquête. Vous mentionnez la conquête sous couvert de processus de paix. Et c'est la phase qui dure de 1993 à 2023 dans votre livre. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en 1993? En 1993, il y a eu des accords d'Oslo dans lesquels il y avait une certaine reconnaissance mutuelle entre les Palestiniens et les Israéliens. Qu'est-ce que je veux dire par reconnaissance mutuelle et pourquoi je dis certaine? Les Palestiniens reconnaissent que l'État d'Israël existe, qu'il est légitime, qu'il est légal et qu'ils sont prêts à faire la paix avec lui. Israël, pour sa part, ne reconnaît pas d'État palestinien. Tout ce qu'ils reconnaissent, ils disent l'autorité palestinienne peut parler au nom des Palestiniens. Mais il n'y a nulle part dans les accords d'Oslo l'idée de on va faire un État palestinien. Il y a la notion de solution permanente. On va essayer de trouver des accords permanents. Mais on ne dit pas c'est quoi les accords permanents. Le mot les accords permanents n'inclut pas une reconnaissance d'un État de Palestine. La notion d'État de Palestine n'est mentionnée nulle part dans les accords d'Oslo. Mais les Palestiniens ont quand même signé parce qu'ils ont pris pour acquis qu'une paix permanente va être fondée sur la solution à 2 États. Le monde entier l'a pris comme ça. Aujourd'hui, tout le monde répète « revenons à la solution à 2 États ». Mais l'État de Palestine, personne ne le reconnaît. Et je parle des puissances occidentales, très peu le reconnaissent. La plupart des puissances du Sud le reconnaissent, mais pas les puissances occidentales. Et donc, comment on peut parler de solution à 2 États si un des 2 États n'est pas reconnu à part entière? Vous voyez? Donc, ça c'est le problème avec la formulation même des accords. Mais dans la pratique, le jour même de la signature des accords, Israël commence à intensifier la colonisation de la Palestine. Il commence de la Cisjordanie et de Gaza. Il commence à construire de nouvelles colonies qui sont toutes illégales et à installer des colons israéliens. Et de façon à ce que en 7 ans, de 93 à l'an 2000, on a installé 5 fois plus de colons dont la présence est illégale en Cisjordanie et à Gaza, 5 fois plus que durant les 25 années qui ont précédé, depuis 67. Ça fait 26 ans en fait. Et donc, ça montre que sous prétexte d'Oslo, là on a intensifié la colonisation. Israël a pris le contrôle du territoire beaucoup plus vite qu'avant la paix. Donc la paix était une excuse pour prendre le contrôle du territoire. Et les puissances occidentales le savaient très bien, ils le voyaient.
Il disait oui, mais on s'en va vers la paix, c'est pas grave, oui, ça donne un peu un avantage à Israël, mais vous allez voir, on va tout discuter. Évidemment, quand on arrive à des propositions de paix, Israël dit non, pas question que je vous rende les colonies. Les Palestiniens disent attendez, là, on a fait cet accord de paix sur la base de on va reprendre la Cisjordanie et Gaza, et vous, on va reconnaître votre présence dans les 78% qui existent. Là, vous voulez négocier sur les 22% qui nous restent. Et donc, ça n'aboutit pas. Et justement, il y a un passage de votre livre où vous parlez des conséquences démographiques des accords d'Oslo. Donc, vous mentionnez que pendant les négociations d'Oslo, en fait, entre 1993 et 2000, Israël a presque doublé le nombre de colons en Cisjordanie. Donc, ça passe de 100 000 à 193 000 environ. Oui, c'est rendu, c'est vrai, ça n'a pas été multiplié par 5, ça a doublé pendant cette période. Exactement. Mais depuis, ça a été multiplié par 5. C'est ça. Ça veut dire, maintenant, c'est plus de l'ordre de 750 000 colons. Mais donc, la colonisation était beaucoup plus intense sous Oslo qu'avant la paix. Mais c'est de ça que je veux parler parce que il y avait quand même eu un processus diplomatique avant Oslo. Vous parlez notamment des résolutions à l'ONU, donc ce qui aurait permis d'équilibrer un peu les rapports de force. Voilà. Alors, ce qui s'est passé à l'ONU entre 1983 et 1989, c'est que de plus en plus de pays se sont ralliés à l'idée qu'il y ait une conférence internationale sous l'égide de l'ONU pour résoudre le problème. Et en 1989, l'écrasante majorité des pays du monde votent en faveur d'une telle résolution, sauf 4 pays, Israël, les États-Unis et 2 autres pays sous influence américaine. Et là, ça ne faisait pas l'affaire d'Israël, parce que si cette conférence allait se faire sous l'égide de l'ONU, ça veut dire que le droit international allait s'appliquer. Si le droit international s'applique, Israël devra quitter la Cisjordanie et Gaza. Israël ne veut pas quitter la Cisjordanie et Gaza. Et donc, on commence par proposer la conférence de Madrid en 1991 qui tire le processus en dehors de l'ONU. Et là, le processus de négociation se déroule avec 4 parrains, les Américains, les Russes, la Grande-Bretagne et la France. Et puis, mais même ça, c'est trop pour Israël. Le processus d'Oslo, c'est bilatéral, juste israélien et palestinien. Et ça signifie que le rapport de force joue avant tout, plutôt que le droit international, parce que les Palestiniens, la balance du pouvoir, ils ne l'ont pas. C'est Israël qui a le rapport de pouvoir est largement en faveur d'Israël. Donc, pour Israël, c'était important d'avoir un processus où ils sont, eux, face à face aux Palestiniens, qui est personne d'autre, alors que ce que l'ONU avait proposé dans les années 80 aurait été un processus multilatéral, sous l'égide de l'ONU, et là, les Palestiniens auraient eu l'appui du droit international et l'appui de l'ONU. Et ça, c'est donc la 3e phase. La 3e phase, effectivement, qui commence avec Oslo. Et là, depuis 2023, la situation a changé. Donc là, depuis quelques mois, ou je crois depuis l'année dernière, on parle de génocide ou une tentative de génocide à Gaza. Et je voudrais qu'on en parle pour essayer de comprendre les causes. Je sais que dans votre livre, vous parlez de déshumanisation totale des Palestiniens, vous parlez du mépris du droit international, de la logique coloniale aussi de cette guerre. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les causes qui ont mené... Alors, je vais dire que la toute première cause, c'est l'idée de conquête de la Palestine. L'idée de vouloir faire un État pour les Juifs sur l'ensemble de la Palestine, et donc d'expulser les Palestiniens. L'expulsion des gens de Gaza, c'est ça sa logique profonde. Bon, alors, Israël aurait souhaité que les gens partent de façon pacifique, on leur a donné un peu d'argent, qu'ils partent et qu'ils laissent le territoire. Bon, comme ils ont résisté, on a fait un nettoyage ethnique,
Et comme ils résistaient encore, on est allé jusqu'au massacre. Alors, qu'est-ce qui a permis d'aller jusque-là? Écoutez, il y a plusieurs acteurs qui ont permis ça. Il y a d'abord Israël même. Il y a des conditions qui ont permis à Israël d'aller jusque-là. Il y a les puissances occidentales qui appuient Israël. Il y a la puissance arabe qui n'arrive pas à rien faire, pardon pour la syntaxe, et il y a les Palestiniens eux-mêmes. Alors, du côté israélien, j'ai beaucoup aimé l'analyse du journaliste israélien Gidon Levy, qui est un journaliste de Haaretz, du journal israélien Haaretz, qui essaye de donner une réponse à ça. Il dit qu'il y a 3 facteurs qui expliquent ça. Le premier facteur, c'est que beaucoup d'Israéliens se considèrent comme étant le peuple élu de Dieu. Quand on est le peuple élu, ça veut dire qu'on est au-dessus de tous les autres et qu'on a des droits que les autres n'ont pas. Et donc, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est élu. Ça, c'est un des facteurs que Gidon Levy identifie. Le deuxième facteur, c'est la notion de victimisation. Gidon Levy dit: il y a eu beaucoup d'occupations dans l'histoire mondiale et des occupations qui ont été des fois plus dures et plus longues. Mais cette occupation-là, c'est la seule où l'occupant ou l'agresseur considère que c'est lui la victime. Israël dit: c'est nous la victime, c'est les Palestiniens qui nous agressent. Alors, avec cette idée de victimisation, on a l'idée que donc on n'est en train que de se défendre. Et cette idée a été complètement intériorisée par les gouvernements occidentaux. Le Canada, Carney, Trudeau, Mélanie Joly, Madame Anand, tout le monde disait Israël a le droit de se défendre. Mais attendez, Israël est une puissance occupante. Elle ne peut pas être en position de défense à Gaza. Et même dans l'ensemble de la Palestine, historiquement, c'est Israël qui a déplacé les Palestiniens, pas le contraire. Donc, et à Gaza surtout, le monde entier, y compris le Canada, reconnaît que Israël est la puissance occupante. On ne peut pas être en légitime défense. Mais dans la tête des Israéliens, on est en légitime défense. C'est ça que Gidon Levy dit. Il dit: les Israéliens se considèrent comme victimes. Et c'est ça qui est étonnant aussi dans le discours qu'on entend auprès de politiciens. Ils mentionnent toujours qu'Israël a le droit de se défendre. En fait, c'est la phrase qu'on dit toujours au début. Exact. Et donc, cette idée qu'on est l'agresseur, mais on considère comme victime, et on a convaincu l'Europe qu'on est les victimes. Et la troisième phase, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire, à partir du moment où on a dit « Ah, les Palestiniens sont eux qui nous agressent, ben, on doit se défendre contre eux. » Et il y a un discours déshumanisant, officiel, des ministres, des rabbins en chef qui disent « Les Palestiniens ne sont pas des êtres humains. On doit les écraser comme on écrase des animaux. Il faut les tuer tous, sans quartier. Il faut les affamer. » Et c'est pas juste ces leaders-là qui le disent. Les sondages d'opinion montrent qu'une majorité d'Israéliens appuient les politiques de leur gouvernement à Gaza, ne sont pas sensibles à la souffrance des Palestiniens, et donc il y a une déshumanisation qui permet tout ça. Donc ces 3 facteurs expliquent pourquoi ce génocide est rendu possible. Mais le facteur majeur qui est en amont de tout ça, c'est l'idée de vouloir faire un État pour les Juifs dont les Palestiniens seraient absents. Il faut qu'ils partent. Et ça, c'est le moyen de le réaliser. Ça, c'est du côté israélien. Maintenant, du côté des puissances européennes qui appuient Israël. Pourquoi ? Ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, puis c'est difficile de dire lequel est le plus important. Il y a d'abord la culpabilité par rapport au génocide des Juifs en Europe au XXe siècle. Les puissances occidentales se sentent coupables d'avoir permis ce génocide, et elles sentent qu'elles ont une dette morale envers Israël, donc tout ce qu'Israël fait peut être justifié à cause de l'Holocauste. Et on a tellement instrumentalisé l'Holocauste que notre universitaire américain juif, dont les parents ont eux-mêmes été des survivants de l'Holocauste, Norman Finkelstein, a écrit un livre qui a pour titre The Holocaust Industry, et il montre comment on instrumentalise l'idée de l'Holocauste pour tout justifier. Alors, ça, c'est un facteur. L'autre facteur aussi, c'est
un facteur de politique coloniale. Israël s'inscrit tout à fait dans les politiques coloniales de vouloir contrôler la région qui est stratégique. Il y a aussi la proximité culturelle, sociale. Beaucoup d'Israéliens sont en fait des Européens, des Nord-Américains qui vivent en Israël et les communautés juives en Europe et en Occident en général sont largement acquises au projet sioniste qui s'est incarné en Israël. Et donc, quand ces gens sont des citoyens, ils ont tous les droits de citoyens et ils doivent les avoir, évidemment. Ils sont citoyens, donc ça devient les amis des politiciens et on ne veut pas les choquer, on veut pas leur faire mal. Et dernier facteur, un lobby organisé, le lobby sioniste qui a été largement... tout ce qui a été fait est largement documenté partout, mais je veux mentionner en particulier le livre d'un politologue américain qui s'appelle John Mersheimer, dont le livre a démontré comment ce lobby joue pour convaincre les politiciens d'appuyer Israël, convaincre ceux pour lesquels les autres facteurs n'auraient pas joué au maximum. Et si je prends, disons, l'exemple du Canada ou des États-Unis, les partis politiques, ils ont beaucoup de différents, ils ne s'entendent pas sur beaucoup de sujets, mais un des seuls sujets où ils s'entendent, c'est Israël. Tout à fait là-dessus, vous avez raison, parce que cette pensée pro-israélienne est devenue hégémonique, c'est-à-dire dominante, ça veut dire qu'elle est partagée par les élites au pouvoir et même par les élites médiatiques. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples des médias. Mais je veux juste continuer pourquoi tout ça c'est possible avec deux petits commentaires rapides. Les pays arabes, il n'y a aucun pays arabe qui est vraiment démocratique. Et donc les élites arabes des pays arabes, les élites gouvernantes, leur statut est fragile. Elles ont besoin de l'appui des Américains et des puissances occidentales. Donc elles n'ont pas les moyens de s'opposer à leur politique. Et les Palestiniens eux-mêmes ont été affaiblis. Le rapport de force n'est pas en leur faveur. Ils n'ont pas. On les a empêchés de développer leurs propres institutions et donc ils ne sont pas en mesure de résister. Et avant de terminer cette conversation, est-ce que il y a un autre élément que vous voulez mentionner? Oui, l'idée même de génocide. Alors, je veux mentionner que de plus en plus d'Israéliens, juifs israéliens, qui étaient des sionistes, disent, et Omer Bartov, un d'entre eux, l'a dit, il dit, ça me fait mal de dire ça, parce que moi j'ai été non seulement sioniste, mais j'ai été un soldat dans l'armée israélienne, j'ai risqué ma vie pour sauver Israël, mais je constate aujourd'hui que ce qui se passe à Gaza est un génocide et je le dénonce. Alors, et il n'est pas le seul. Il y a des gens, de plus en plus d'Israéliens, qui se lèvent. Il y a même un ancien premier ministre, Ehud Olmert, qui est allé, qui était sur toutes les plateformes médiatiques, disant ce qui se passe à Gaza est inacceptable. Il faut arrêter le gouvernement israélien. Un ancien ambassadeur, Eli Barnavi, qui a été d'ailleurs professeur à Montréal ici, à l'université de Montréal à un moment donné, qui dit ce qui se passe à Gaza est inacceptable. En fait, une partie de penseurs juifs qui, à partir soit d'une position laïque, disent nos valeurs citoyennes nous amènent à dire que c'est un génocide, ou d'autres à partir d'une position religieuse qui disent l'éthique du judaïsme ne permet pas ça. Ce qu'Israël fait va à l'encontre de l'éthique du judaïsme. C'est ça une des idées importantes avec lesquelles j'aurais voulu terminer. J'aurais vraiment voulu poser d'autres questions pour explorer ce sujet. Donc, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à lire l'essai. Avant de finir, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous souhaitez que le lectorat retienne de votre livre? Deux choses. La première, c'est qu'il y a une énorme injustice historique qui a fait que les Palestiniens ont été dépossédés de leur pays, de leur identité, de leur capacité d'acteurs politiques.
Et la deuxième, c'est que la représentation médiatique et la représentation auprès des élites politiques en Occident renverse la réalité complètement. Est à l'inverse. Il présente Israël comme victime et sur la défensive, alors qu'Israël est l'agresseur. Si je ne me trompe pas, vous avez fait une étude qui explore notamment cette rhétorique des médias. Donc, j'ai analysé de mot à mot, virgule par virgule, tout le téléjournal de Radio-Canada de 10h du soir lors de la guerre de Gaza de 2014, pendant 30 jours. Et ce qu'on voyait, on voyait des images de souffrance palestinienne, pas autant que ce qui se passe sur le terrain, ça veut dire c'était un peu minimisé, mais il y avait des images de souffrance palestinienne, mais que quand il fallait comprendre pourquoi, on ne demandait pas aux Palestiniens pourquoi vous souffrez, on allait aux Israéliens leur dire pourquoi la guerre à Gaza. Et donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette étude Images palestiniennes, récits israéliens, dans le sens où, et elle a été publiée en anglais dans un livre, donc les images de la souffrance étaient là, mais le récit, la logique, l'explication, c'était celle qui était proposée par Israël. Parfait, mais sur ça, je vous remercie beaucoup pour cette conversation. Et comme je le disais, j'invite les personnes à aller lire l'essai. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.